Est-ce que je vais au FIG? Est-ce qu'il y aura une saison 2 de le jeu véritablement? Ou est-ce que c'est un complot Illuminati? Et plein d'autres questions, bref aujourd'hui, c'est FAQ. Salut tout le monde, c'est Lizofy et bienvenue dans cette vidéo FAQ qui pourrait vous intéresser même si vous n'êtes pas forcément intéressé par les réponses aux questions. Et oui, parce que j'ai décidé que cette FAQ n'allait pas seulement être une FAQ, mais j'y intègre un mini concours comme l'autre fois quand je vous ai fait gagner un Ravage Escape Game. Ce concours, j'avais prévu de le mettre dans la vidéo précédente, mais j'ai complètement zappé de le faire. C'est pourquoi il se retrouve dans cette vidéo. Vous pourrez gagner un exemplaire de Splendor Duel, mais pour ça, eh bien, je vous attends à la fin de la vidéo. Je vous avais demandé depuis 2 vidéos et quelques posts Instagram, Twitter, etc. de me poser des questions sur les réseaux, sur les commentaires, etc. Les questions vont être par catégorie. Il y aura des questions plutôt YouTube, des questions plutôt Asdor, et les questions de manière générale autour des jeux de société. On commence par la première question qui n'a rien à voir avec ces thèmes. Comment vas-tu? Ça va. Je vais pas mentir, c'est pas si simple depuis que ma chaîne YouTube grossit. C'est pour ça que vous voyez un petit peu moins de vidéos. Vous allez voir, je vais avoir l'air de me plaindre. Ce que je vais exprimer ici, c'est simplement que j'adore ce que me permet cette chaîne YouTube. J'adore là où elle m'amène, ce qu'elle évolue dans tout mon parcours, quoi. Mais il ne faut pas oublier qu'une chaîne YouTube, que tout ça, ça a beau être du jeu, eh bien ça prend énormément de temps. Des gens disent, eh bien ça fait faire du travail. Oui, effectivement, c'est du travail, surtout que pour le moment, ce n'est pas un travail qui me rapporte de l'argent, c'est surtout quelque chose qui pour le moment me permet d'avoir des jeux, ça je vais pas le mentir, hein, j'ai des jeux gratuits par les éditeurs et j'en avais déjà fait une vidéo en l'occurrence, et c'est génial de recevoir des jeux par des éditeurs, mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a plus ou moins des attentes et du coup il faut lire beaucoup de règles, il faut pratiquer les jeux, il faut il faut jouer et rejouer pour être relativement à la page. Et vous allez voir qu'à la page, je ne le suis pas tout à fait. Bref, ça va, mais je ne vais pas mentir que l'énergie n'est pas la plus facile à tenir. On commence par les premières questions qui concernent l'Asdor et du coup finalement le FIG, avec cette première question qui est tout simplement quels sont mes pronostics pour les Asdor? À cette époque, la liste n'était pas sortie. Quand la liste n'était pas sortie, je m'attendais à voir certains jeux qui ne sont pas dans cette liste finale et je vais passer chaque catégorie, mais globalement je trouve que cette année il y a peu de surprises et même s'il y a une surprise, elle gagnera pas. Pour rappel, la sélection est celle-ci. On a par exemple en Asdor District Noir, Acropolis et That's Not a Hat. J'ai vu que ça gueulait pas mal autour de That's Not a Hat parce que c'est un jeu qui était pas sorti au moment où ils ont annoncé la sélection. Moi ça me choque pas parce que ils peuvent avoir des jeux en avance et le jeu finalement a un peu de retard pour la sortie ou des choses comme ça et quand il y a un festival de Cannes ou quoi, bah les films ne sortent pas et on gueule pas après. Non, moi ce qui va me gêner c'est plutôt justement de choisir ce jeu par rapport à d'autres bangers de l'année, j'ai envie de dire. Un jeu pour moi comme Sea Salt and Paper avait un peu plus sa place dans un Asdor qu'un That's Not a Hat. Même si je comprends ce principe de, il y a un petit peu d'innovation, enfin de mécanique originale à travers ce jeu. Cependant, je pense qu'il y avait plus efficace, plus familial et plus immédiat qu'un That's Not a Hat. Et du coup, dans l'Asdor, c'est Acropolis qui va gagner. Dans cette liste, quasiment tout est assez évident. En fait, il y a beau y avoir un District Noir qui se défend très bien, Acropolis a été tellement fédérateur et accessible au plus grand nombre que c'est difficile de ne pas dire que c'est lui qui va gagner. Ensuite, dans la catégorie enfant, on a La Colline au Faux Follet, Flashback et La Planche des Pirates. J'ai beaucoup aimer le principe de Flashback, Zombie Kids et de La Planche des Pirates, que je trouve très drôle, ce principe de « Ah, si je pose un truc, ça va tomber ou pas ?» Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de très très marrant dans ce jeu. La même chose qu'Acropolis, La Colline au Faux Follet a été tellement fédérateur et tellement parlé de partout, et en plus de ça, même les adultes s'y amusent, que c'est difficile de ne pas dire que La Colline au Faux Follet ne passerait pas. Flashback Zombie Kids serait un des concurrents vraiment, mais Flashback Zombie Kids a ce problème que des vrais enfants, des petits enfants vont avoir beaucoup de mal à y jouer tout seuls. Voilà pour mon petit retour sur la catégorie enfant. La catégorie experte, je ne vais pas vous mentir, depuis tout à l'heure je vous parle de jeux, vous avez l'impression que je les connais beaucoup. Dans cette liste, je n'ai joué
à aucun des jeux. C'est aussi ça d'être youtubeur, c'est que parfois il faut faire des choix sur quel jeu on va jouer, quel jeu on ne va pas jouer. Dans cette liste, j'aurais pu avoir Challengers, j'ai le jeu Alice is Missing, et finalement, je suis passé à côté pour le moment. Est-ce que ça m'empêche d'en parler? Pas forcément, parce qu'en se renseignant beaucoup sur les jeux, sur comment ils fonctionnent, etc., on peut avoir quand même un certain avis. Par exemple, l'As d'Or Expert, il y a Ark Nova, Carnegie et Fédération. J'ai vu passer Fédération pas mal de fois, j'ai vu 1 ou 2 fois passer Carnegie. Ark Nova a pareil ce côté très fédérateur, ce côté où tout le monde qui aime les jeux un petit peu poussés, et la plupart ont pas mal adoré. Ark Nova, ça fait partie de ces jeux que moi j'ai fui pendant très très longtemps. À un moment, je ne vais plus le fuir et vous me verrez y jouer sûrement en vidéo avec un nouveau concept de vidéo. Seulement, j'ai peur avec Ark Nova de l'effet Terraforming Mars. Terraforming Mars avait été adoré, avait été tellement plébiscité pour son gameplay, etc., tout ce qu'il avait amené. Il y a vraiment eu un avant et un après Terraforming Mars. Le problème, c'est que j'avais peur de cet effet Terraforming Mars avec Ark Nova, dans le sens où je joue au jeu et je me rends compte que le jeu n'a quasiment aucune interaction et du coup, j'ai ce manque. C'est pas que c'est un mauvais jeu pour moi, c'est que c'est peut-être pas un jeu pour moi. Je peux toujours me tromper, ça on le verra quand je le testerai. La catégorie avec laquelle j'ai le plus de réserve, c'est justement la partie initiée. Dans ces 3 jeux de la catégorie initiée, il y a 3 jeux qui pourraient gagner sincèrement. Je pense que Challengers va gagner parce qu'il a quelque chose de beaucoup plus immédiat et même si en allant plus loin, on peut devenir vraiment bien meilleur que n'importe qui. Challengers, voilà, a ce côté plus immédiat, plus familial et du coup peut-être va être plus facile à proposer aux gens. Turing Machine a cette complexité et Alice is Missing a cette complexité d'intérêt et de s'y plonger dedans. Même s'il a eu beaucoup de bruit et il a été vendu très très bien, Alice is Missing est peut-être un peu moins accessible. Turing Machine, c'est un peu plus compliqué parce que il a ce côté énigme relativement simple dans l'idée mais pas facile à accomplir. On l'a comparé à un mastermind et finalement c'est le même genre d'énigme, c'est le même genre de réflexion. Ça peut plaire à un plus grand nombre, mais je pense que Challengers a quand même bien plus ses chances qu'un Turing Machine. Voilà pour mes pronostics, voilà pour ce que je peux vous en dire. Et c'est bien beau que je puisse parler des As d'Or, mais la question suivante qui rejoint un petit peu les As d'Or, c'est est-ce que je viens au FIG, le Festival International du Jeu de Cannes? Eh bien, je suis dans cette vidéo aussi pour vous dire que oui, j'y serai. Je serai au Festival International du Jeu du 23 au 26 février. Je viens le 22 et le 27 à Cannes, mais c'est pour avoir le temps d'être justement le 23 au 26 là-bas. J'y serai du coup tout le long du salon et ça, c'est plutôt cool. Merci beaucoup à l'organisation de me faire confiance et de m'accepter dans cet événement. J'y serai avec mon bras droit qui m'avait accompagné à Octogone et merci encore à lui de m'accompagner. Et j'en profite pour dire que Cannes, c'est bien stylé, mais c'est l'horreur d'y aller. Les transports, le logement, tout est pénible et je suis content d'y aller, mais ça a été une galère à tout prévoir, etc. Qu'est-ce qui est prévu pour moi à ce festival de Cannes? Eh bien, je vais faire des repérages, je vais rencontrer pas mal de monde, je vais sûrement faire un peu de micro-trottoir, et j'ai un chat qui s'incruste. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Et potentiellement un vlog comme j'ai pu faire à Octogone. C'est beaucoup de travail, je vais quand même essayer de profiter aussi, peut-être de participer à la cérémonie. Je veux faire plein de choses lors de ce FIG, mais c'est des événements qui passent finalement assez vite, et où on sera extrêmement crevé. Mais voilà, j'ai vraiment envie de faire beaucoup, ça va pas être facile. Par contre, je réponds du coup à cette deuxième question qui me dit est-ce que je viens au FIG et est-ce que j'y viens avec Planète Apocalypse? Non. Alors, c'était super cool d'amener Planète Apocalypse à Octogone. Il y a beaucoup de gens qui ont regardé le jeu, qui ont vu le jeu et qui vraiment étaient obnubilés par ces grosses figurines autour de la table, etc. C'était trop cool pour ça, c'est génial, mais ça a posé quand même 2 petits soucis. Le premier souci, c'est le transport. C'est très gros comme jeu. Il faut prendre une boîte plus d'autres petites boîtes pour compléter le tout. Et surtout, le deuxième plus gros point, c'est que le jeu, quand on le fait découvrir,
il peut durer 3 à 4 heures dans notre première partie. Dans ces règles, il est relativement dense et puis il faut découvrir le jeu, il faut voir comment on peut y arriver, etc. C'est pas un jeu facile. Sachant que je serais beaucoup plus loin de chez moi, parce que Octogone c'était à Lyon, donc c'était vraiment pas loin de chez moi. Là à Cannes, je vais pas m'embêter à prendre un jeu qui prend la place d'une valise. La boîte est plus grosse qu'un Anachronie pour rappel. Je prévois déjà de retourner au stand de Rose Noire Édition pour jouer à Snowpiercer. Il va se passer beaucoup de choses au Festival international du jeu, je vous propose de m'y rejoindre si vous passez. On a fini avec cet arc As d'Or Festival de Cannes et on va enchaîner tout de suite avec YouTube. Et la première question autour de YouTube, c'est combien de temps est-ce que je passe par mois à faire des vidéos? Ah, la fameuse question, est-ce que je bosse beaucoup? Est-ce que je ne bosse pas beaucoup? Je rappelle une chose, YouTube n'est pas mon métier. C'est-à-dire que c'est pas ça qui me fait vivre. Pour autant, YouTube est un métier. C'est-à-dire que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour pouvoir vous faire tout ça. Actuellement, je suis dans une phase où j'essaie de moins bosser, en tout cas en termes de tournage, même s'il y a des choses qui se sont faites. Mais si je devais à peu près dire combien de temps j'alloue par semaine, je dirais que je prends 1 journée et demie à peu près de tournage plus montage de vidéos pour juste ma chaîne YouTube. Souvent, ça me prend sur les week-ends, un petit peu le soir dans la semaine de manière générale. Et je vais pas vous mentir, si je fais beaucoup de fast cam, de choses comme ça, c'est parce que c'est les vidéos les plus simples à tourner et à monter. Je sais qu'il y a encore plus simple, et on en parlera tout à l'heure, mais c'est des choses que je préfère malgré tout parce que j'ai un discours qui passe mieux dans ce format que d'autres. Et j'espère que vous serez réceptifs au suivant, mais là, je vais pas en parler ici parce que j'espère que vous serez au rendez-vous. La deuxième question autour de tout ça, c'est combien de temps est-ce que je passe à jouer par mois? Beaucoup plus qu'avant. Et si je compte en plus de ça la partie lecture de règles et du coup s'apprivoiser le truc, etc. avant de véritablement jouer, voilà, ça prend vraiment beaucoup de temps. Avant d'avoir des jeux par Asmodée ou par d'autres éditeurs, je jouais relativement peu, ou en tout cas 1 fois par semaine, je dirais, et on faisait ça le week-end, un des 2 jours du week-end, à jouer avec des amis autour d'une table à plusieurs jeux, et encore c'était soit pour continuer des jeux, soit pour en découvrir, donc ça dépendait des fois. Aujourd'hui, comme je dois être relativement plus à la page, ce qui n'est pas le cas par rapport aux As d'Or, j'essaie de beaucoup plus jouer, et vous serez ravis par exemple de savoir que j'ai rejoué à Aurora Arkham, le jeu de cartes, et je peux vous valider que oui, Aurora Arkham, je le garde. Sachant qu'Asmodée m'avait renvoyé justement la version révisée, et effectivement cette version révisée n'a rien à voir. Les cartes sont les mêmes, etc., mais la règle explique complètement différemment et c'est beaucoup plus clair. Toujours est-il que je vais aussi beaucoup de fois jouer seul le soir. La plupart des jeux que j'ai reçus d'Asmodée de la première salve, j'y ai presque tous joué, mais il y a quand même des jeux qui résistent toujours et encore à l'envahisseur. Mais je suis très content par exemple d'avoir enfin joué à Forgotten Waters et d'avoir fini le premier scénario. J'en parlerai un jour, c'est sûr. Et du coup, pour répondre à cette question, je joue 1 fois par semaine, plus quelques parties dans la semaine un peu disséminées. La question suivante, c'est est-ce que je passe beaucoup de temps à regarder des vidéos de jeux de société sur YouTube? La réponse est oui et non. Je regarde pas mal le passe-temps, je regarde pas beaucoup en vrai. Je vais pas vous mentir, et ça me donne un air très condescendant et pédant souvent de dire ça, et je le dis à toutes les personnes qui sont dans le milieu ce que j'en pense. J'ai beaucoup de mal avec l'immense majorité du contenu de jeux de société sur YouTube. Pourquoi? Parce que il y a très peu de volonté de rendre ça YouTubeable, comme je dirais, de rendre ça dynamique, de rendre ça un côté beaucoup plus avec plus de montage, un peu plus d'entrain dans le truc. Les chaînes qui mettent un peu plus de punch, j'en connais très peu, et la majorité que je regarde, c'est une caméra posée qui filme du début à la fin avec quelqu'un qui parle derrière la caméra et il montre des trucs devant la caméra et c'est tout. C'est des vidéos que je comprends, que je sais pourquoi elles existent et pourquoi elles plaisent aux gens. Je sais aussi que ça a souvent un intérêt de pouvoir présenter par exemple tout un jeu, toute une règle, etc. Mais pour moi, ça c'est du contenu de stream. J'ai beaucoup plus de facilité à accepter ce genre de contenu en stream
que d'accepter ce genre de contenu en pure vidéo. Et encore une fois, je comprends que des gens apprécient, mais moi, ce n'est pas du tout le cas. Mais ce pourquoi, par exemple, j'aime le passe-temps, c'est parce que malgré parfois la forme et la qualité vidéo qu'ils y amènent, où ils mettent peut-être un petit côté cheap parfois, ils ont une volonté, une créativité, une volonté de faire des vidéos différentes. Ce que j'essaie aussi d'apporter à une moindre mesure parce que j'ai pas le temps à y mettre. Par exemple, avec deviner des figurines les yeux bandés. Des formats comme ça qui changent vraiment, et vraiment le passe-temps, je les aime beaucoup pour ça, c'est cette volonté de véritablement faire grandir le milieu YouTube du jeu de société, à amener de nouvelles choses et ce que j'espère essayer aussi d'amener. Tout ça me fait paraître très pédant, mais malheureusement, c'est ce que je pense. Et encore une fois, je comprends que ça plaise, moi, pas trop. Donc est-ce que je regarde beaucoup de vidéos autour du jeu de société? Pas tant que ça, je regarde des avis, je regarde des trucs comme ça, mais si ça parle d'un jeu entier, etc., je vais souvent passer mon chemin. Penses-tu faire des vidéos en partenariat avec d'autres personnalités du monde ludique, Girl.Game, Le Passe-Temps, Maxildan, etc. Quelque part, je le fais déjà avec les vidéos Le Jeu, donc avec Maxildan qui était dans la saison 1. Il sera de retour dans la saison 2, c'est la question suivante, vous inquiétez pas, j'y arrive. Pour ce qui est de Girl.Game, Le Passe-Temps, bref, de manière générale, plein d'autres personnalités, c'est prévu, j'aimerais faire des choses avec Le Passe-Temps. Après, on va pas se mentir, il faut pouvoir proposer des choses, et je vais pas juste leur dire « Hey, on fait une vidéo ensemble !» Pourquoi faire ? C'est ce genre de choses qui peut arriver, et justement quand on arrive avec un certain projet, comme par exemple Maxildan, où je lui ai dit je viens avec un projet, j'aurai des questions à te poser et tu te retrouveras dans plein de vidéos qui répondent à ces questions. Là tout de suite il voit un projet, il se dit pourquoi pas. Le passe-temps, il faut que je réussisse à leur proposer un projet aussi. On se verra peut-être à Cannes, peut-être que des choses peuvent émerger, qui sait. Et on arrive à cette fameuse question, à quand la saison 2 de Le Jeu ? Je veux que cette saison 2 sorte. Je veux que cette saison 2 arrive au plus vite pour vous. Seulement, il faut considérer plusieurs choses. Eh bien, c'est que non seulement ça prend du temps, et ça prend pas du temps qu'à moi, ça prend du temps aussi aux intervenants. Les intervenants de cette émission, ils ont d'autres choses à gérer et peut-être que ce n'est pas leur priorité. Et c'est souvent logique et c'est souvent normal. Je leur dis d'ailleurs à chaque fois, quand je leur rappelle un petit peu que allez s'il te plaît, on essaie de se caler un rendez-vous, que de toute façon, c'est leur vie, moi c'est un passe-temps à côté, c'est normal que tu aies des choses plus importantes à faire, voilà, c'est juste je te fais un rappel. Tout le monde a une vie, tout le monde a des occupations, je ne vais pas forcer les gens à venir faire des interviews le plus vite possible parce que ça se fait pas, c'est pas très moral, je préfère leur laisser le temps de prendre le temps de faire les choses, etc. et de ne pas leur mettre la pression parce que c'est le meilleur moyen de les dégoûter. Donc la saison 2 de Le Jeu arrivera, c'est certain, la majorité des interviews ont été tournées, mais soyez rassurés, c'est vraiment en cours, je peux vous mettre, allez, je vous mets ici une capture d'écran de la timeline de montage pour vous montrer le nombre de la quantité d'interviews. Je crois que j'ai à peu près 30 heures d'interviews. Tout ça pour vous dire qu'un truc qui devait sortir en septembre ne sort pas maintenant, c'est pas parce que je tire au flanc, c'est parce que ça prend du temps. Une question suivante toute bête, pourquoi l'Isofaille ? Eh bien... je sais pas. J'aime beaucoup répondre à cette question parce que j'y ai déjà répondu sur mon ancienne chaîne Lisofaille, et j'avais répondu pareil, j'en sais rien. J'ai ce pseudo depuis que j'ai 3 ans, j'ai inventé ce mot, ce nom, depuis que j'ai 3 ans. Ça peut paraître très bizarre, mais effectivement c'est le cas, et j'ai très vite inventé en fait tout un personnage et un univers, et ce personnage, Lisofaille, est le personnage de mon univers qui en fait est le fils du dieu des pouvoirs. J'étais très fan des pouvoirs magiques, des trucs comme ça, et voilà le nom d'où il vient, mais il n'y a pas de sémantique, il n'y a pas d'origine particulière, c'est vraiment un mot inventé de toutes pièces. On me demande aussi à quand une vidéo dédiée à Gloranta. Et ça rejoint plus ou moins une autre question, mais qui est pas tout à fait la même, c'est à quand un week-end Peterson Games. Alors je comprends pas trop la notion de week-end, tu veux dire que j'invite des gens chez moi pour jouer à des jeux Peterson Games ? En tout cas ça non, ça c'est sûr. Je veux vous faire depuis très longtemps une vidéo sur les jeux Peterson Games, la gamme Peterson Games, pour vous montrer un peu ce qu'ils peuvent faire. Seulement depuis pas mal de temps, ils ont eu des hauts
et des bas, et malheureusement, en faisant cette vidéo, j'aimerais vous présenter les différents jeux retail US qui font de temps en temps. Par exemple, il y a Evacuate, il y a Invasion of the Brood, des jeux comme ça qui sont plus petits, qui sont pas forcément les trucs grandiloquents Petersen Games, mais qui ont aussi leur intérêt. En plus de ça, ils ont des jeux super intéressants qui vont sortir à partir de Kickstarter, donc ça va prendre du temps. Ils ont eu un retard énorme pour leur Kickstarter, maintenant ils sont dans une meilleure lancée. Et donc, même si je vous fais une présentation de jeux Petersen Games, j'aimerais vous présenter un maximum de gamme, un maximum de jeux, et donc ce n'est pas pour tout de suite que je vous présenterai ces jeux. Après, peut-être succinctement, il y a des jeux, par exemple comme 8-Bit Attack dont j'ai déjà parlé, Planet Apocalypse aussi, et Gloranta, je vais en parler dans une future vidéo qui arrivera bientôt sur la chaîne. Mais globalement, les jeux Petersen Games, la gamme Petersen Games, j'aimerais la faire voilà, avec le maximum de jeux, et la faire aussi avec Pete, potentiellement un jour, donc je te fais un coucou Pete. Tout ça pour dire que, eh bien, j'aimerais vous faire la meilleure vidéo possible autour de ça. J'aimerais vraiment mettre en avant et aider au mieux cette compagnie, donc je préfère pas faire ça bêtement, simplement, à vous juste vous balancer des jeux dans la gueule. Je ne trouve pas de vidéo de présentation de 8 de Common en français sur YouTube, penses-tu que tu pourras le faire un jour? La réponse est... Je suis pas en train de dire non, je parlerai jamais de 8 de Common. Je suis juste en train de dire, aujourd'hui je parle de jeux dont j'ai envie de parler, que j'ai aussi, parce que je n'ai pas tous les jeux du monde, hein. C'est pas si simple d'avoir tous les jeux du monde. Si Common, ou plutôt le distributeur français Asmodée veut m'envoyer 8, eh bien qu'il le fasse et peut-être que j'en parlerai. Mais sincèrement, c'est un jeu, je me suis jamais vraiment renseigné dessus, donc je n'ai aucune idée de si un jour j'en parlerai. Finalement, ça rejoint une question plus globale, c'est est-ce que je parlerai de tel jeu ? On sait pas. Je parle de jeux que j'aime, je parle de jeux dont j'ai envie de parler. Il y a des jeux que j'aime dont je vous ai pas encore parlé, hein. Je pense à Twilight Inscription que j'ai reçu et où j'ai pas encore trouvé de moment bien pour vous en parler. Globalement, je vous parle de jeux que j'ai appréciés, que j'ai et que du coup, voilà, je peux vous parler dans un certain créneau. Donc, ma réponse c'est pas non, mais c'est pas oui non plus parce que ce n'est pas un jeu que j'ai et c'est pas un jeu que j'ai beaucoup vu passer. Et une question qui est plus ou moins relative, c'est est-ce que je ferai des reviews de jeux, de proto, comme je l'avais fait avec Snowpiercer. La réponse est si j'ai l'occasion de le faire, pourquoi pas, et si le jeu me plaît, pourquoi pas. Vous avez vu dans le vlog d'Octogone que j'ai testé Snowpiercer, que j'ai testé Artefact, enfin je l'ai pas vraiment testé, je l'ai plutôt découvert, et potentiellement des jeux comme ça que je découvrirais pourraient me donner envie d'en parler, d'en faire des vidéos, etc. C'est pour ça que je vais au FIG de Cannes, c'est pour aussi découvrir des jeux et potentiellement en parler. Donc oui, potentiellement. Une question plus complexe, c'est quels sont les jeux que j'attends cette année? Si on parle par exemple de Petersen Games, j'attends Hyperspace impatiemment. Ils ont dit que potentiellement ils aimeraient l'envoyer en été, je pense qu'ils sont très optimistes, mais autant partir dans un optimisme et disons que j'attends Hyperspace. En termes des sorties que je sais qui vont arriver, il y a par exemple Etherfields qui arrive bientôt. Ah non, il y a un jeu en ce moment qui est déjà sorti à l'heure où je tourne cette vidéo, que j'attendais, c'est le Roll and Write, le jeu à cocher de Zombicide Gear Up. J'attends vraiment de pouvoir y jouer parce que au début j'étais pas très emballé par le projet et plus je vois, plus je me dis mais non en fait jeu à cocher coopératif et qui en plus a ce côté cartographeur quelque part que j'adore, hein, c'est pour ça qu'ils sont là. Vraiment, j'attends pas mal Zombicide Gear Up. Après, je ne sais pas quelles sont toutes les sorties de l'année, hein. Je vais avoir un jeu bientôt en mi-février logiquement, ou plutôt fin février, j'en sais rien, que j'ai hâte de vous présenter parce que... c'est une grosse découverte pour moi, mais celui-là, je vais pas en parler parce que je veux pas cacher la surprise. Bref, il y a plein de jeux possibles qui m'intéresseraient, mais là, comme ça, de but en blanc, je peux vous parler déjà que ce que je sais qui va sortir, et il y a pas mal de jeux qui sortent un peu dans l'ombre, et qui sont malgré tout excellents. Dernière question côté YouTube, c'est dans quoi je bosse, et est-ce que j'aimerais vivre de cette passion de faire des vidéos sur YouTube? Pour ceux qui ne le savent pas, je suis en fait le monteur vidéo de la chaîne F14 et de la chaîne Le Guide du photographe de mariage. Donc je travaille pour Sébastien Roignan, un photographe, auteur, formateur et photographe de mariage, etc. Bref, je suis monteur vidéo, je suis assistant cadrage, vidéaste de manière générale pour lui. Après, à la question est-ce que je veux vivre de cette passion que j'ai pour YouTube et les jeux de société, la réponse est
trop difficile. Je suis quelqu'un qui n'arrive absolument pas à se projeter. Je pense que la réponse de but en blanc c'est oui, j'aimerais pouvoir vivre de ces vidéos que je vous fais sur YouTube, mais la réalité est tout autre et pour le moment je me voile pas la face. Pour le moment, les éditeurs m'envoient des jeux de société et je trouve ça génial, hein. Merci beaucoup à eux de me faire confiance pour m'envoyer autant de jeux de société. Donc oui, clairement, hein, c'est une chance de recevoir des jeux de société gratuitement comme ça, sauf que recevoir des jeux de société, ça ne paye pas des pâtes. C'est une manière un peu bizarre de le dire, mais globalement oui, je ne gagne pas d'argent pour le moment avec mes vidéos. Après je vous mens un petit peu, effectivement je gagne un petit peu d'argent avec YouTube, mais clairement pas de quoi vivre. Donc oui, j'aimerais en vivre, mais pour le moment je n'y vois pas particulièrement un véritable avenir là-dedans, et pour le moment je me voile pas la face et je préfère très largement garder les pieds sur terre. Et on arrive à la dernière catégorie de cette FAQ, parler juste de questions autour des jeux en général. Est-ce qu'il m'arrive parfois de changer les règles d'un jeu de société? La réponse est non. Je ne suis pas là pour ça. La seule règle qu'on a un peu modifiée dernièrement, c'était dans Zombicide, parce qu'on trouvait le jeu un poil punitif, dans le sens où on roule sur le jeu tout le long, on gère hyper bien le truc, et il suffit juste d'une pioche de cartes pour complètement perdre la partie. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la règle de Planet Apocalypse, qui est le pion intervention divine, qui permet de relancer le tirage d'un truc aléatoire. Bah, par exemple, là, il y a une carte qu'on n'a pas comptée, qu'on a pioché une autre carte, et cette autre carte, bah, elle nous mettait dans la merde, mais elle nous a pas fait perdre d'un coup. Bref, globalement non, je ne change pas les règles d'un jeu. Est-ce que pour moi il est difficile de résister au chant des sirènes des extensions? La réponse est, si c'est un Kickstarter, oui, sinon, non. Je pense par exemple aux Ruines perdues de Narak que j'ai eu récemment, eh bien je n'ai pas acheté les extensions directement. Quand il s'agit d'un Kickstarter, je suis un peu plus mitigé parce que le problème d'un Kickstarter, c'est que souvent, parfois, eh bien les extensions ne seront pas forcément disponibles en boutique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah Kickstarter pour moi, c'est quasiment all-in ou rien. Donc à part dans ce cas de figure, non, je ne saute pas forcément directement dans les extensions. Sauf si le jeu m'a plu, par exemple Cosmopolite, j'ai adoré le jeu, et bah j'ai acheté la petite extension. La première place de Gloomhaven sur BGG est-elle justifiée selon toi? Ouf, c'est la question un peu compliquée parce que véritablement dans le monde du jeu de société, c'est globalement une affaire de goût. Et pourtant c'est une phrase que j'aime pas parce que pour moi, il y a des choses qui sont mieux que d'autres, par pas mal d'argumentaires souvent. Dans le jeu de société, c'est plus compliqué. Gloomhaven, j'y ai joué pas mal de fois, j'ai fait 3-4 scénarios sur la version normale du jeu, et 7 ou 8 scénarios sur Gloomhaven, les mâchoires du lion. Est-ce que pour moi, c'est un des meilleurs jeux du monde? Est-ce que c'est un des meilleurs jeux que j'ai joué? Non, je ne pense pas. Oui, la mécanique de jouer deux cartes, une action en haut, une action en bas, je trouve ça génial. Je trouve que c'est une des meilleures choses qui a été apportée dans le dungeon crawler de manière générale. Après, est-ce que ça en devient pas redondant au bout de 90 scénarios? Bon, ça, j'y suis pas encore et franchement, c'est difficile à dire. Pour moi, ce qui fait qu'il n'a pas forcément sa place en premier sur BGG, c'est que ça reste un dungeon crawler, ça reste un jeu qui n'a pas forcément la narration la plus grandement apportée par rapport à d'autres jeux. Je trouve Forgotten Waters par exemple beaucoup plus fort en termes de scénario, mais moins en termes de mécanique. J'aime beaucoup Gloomhaven, mais je pense que le fait qu'il soit premier sur le BGG, c'est parce que il a été finalement un phénomène. Un peu comme quand un Terraforming Mars sort, un peu comme quand un Ark Nova sort. En fait, c'est un phénomène, c'est un truc où quand il est arrivé, voilà, on t'envoie ça dans la gueule avec une grosse boîte, avec plein de matos, etc. Mais on se rend compte que finalement, un jeu comme Gloomhaven, les mâchoires du lion, c'est quelque part un Gloomhaven en moins chiant. Il n'y a pas le côté de retraite, bon ça, il y a des gens qui aimaient bien, mais moi pas forcément. Mais surtout, pour moi, il n'y a pas l'installation chiante. Et ça, pour le coup, Gloomhaven, les mâchoires du lion, on fait bien mieux. Donc, ma réponse c'est non, pour moi, il mérite pas sa première place. Pour moi, il mérite quand même un des meilleurs dungeon crawlers, ça c'est sûr. Question suivante, quel est le jeu qui m'a fait dépenser le plus d'argent? La réponse de but en blanc, c'est forcément un Petersen Games, et je pense que ça va être Gloranta. Alors autant la boîte de base et la boîte Empire, c'était des cadeaux de Noël et d'anniversaire, autant si on compte toutes les extensions, plus le second Kickstarter que je n'ai pas encore reçu, je pense qu'on est aux alentours de 700 €. Et si on compte du coup boîte de base plus l'extension Empire,
Je pense qu'on est aux alentours de 800-900 €. Donc voilà pour donner une idée. Question suivante, est-ce qu'il m'arrive de faire des parties de solo de mes jeux? Alors il y a les jeux solo, et ceux-là j'en fais pas mal. J'ai fait des Maze Escape, j'ai fait Marie entièrement, et j'essaie en ce moment de faire One Card Dungeon. Pour ce qui est des jeux qui ne sont pas solo mais qui ont un mode solo, Anachronie j'ai déjà joué en solo et c'est particulièrement difficile mais c'est très très bon. Après du coup j'ai joué à Horror Arkham, le jeu de cartes en solo, et c'est particulièrement difficile en solo. J'essaie de plus en plus de jouer aux jeux en solo parce que ça me permet d'en découvrir beaucoup plus facilement, mais non, je n'ai actuellement pas encore pu jouer à beaucoup de jeux non solo en solo. Je privilégie le mode solo pour des jeux exclusivement solo. Quelle est ta référence en matière de choix de jeux de société? Au début, je disais que j'aimais les jeux un peu touffus avec un vrai univers et une vraie ambiance. Aujourd'hui, je me rends compte que ce que je préfère, c'est les jeux qui sont immédiatement efficaces. Globalement, je suis très éclectique, c'est-à-dire que je peux autant aimer des jeux d'ambiance que des jeux avec un gros univers, une grosse ambiance, etc. Mais si je devais considérer ce que je préfère en ce moment, c'est tout ce qui est jeu très efficace. Maui, par exemple, qui a été un jeu que je n'avais pas forcément demandé, mais qui a été envoyé dans mes cartons d'Asmodée, merci beaucoup. Ça a été une découverte où j'ai fait « Waouh, ça fonctionne hyper facilement, c'est hyper simple et putain, je veux y rejouer quoi. » J'aime les jeux qui ont une efficacité immédiate et malheureusement c'est très difficile de savoir s'ils le sont avant de les acheter. Là actuellement j'attends Etherfields comme je vous l'avais dit. Etherfields, si j'ai bien compris, c'est une ambiance de dingue, une aventure de dingue, etc. Mais par contre, c'est plus dur de plonger dedans. Donc on verra si j'apprécie tant que ça, mais voilà, on verra. Quel est mon budget jeu de société en moyenne? Il est de plus en plus bas avec le temps. Grâce finalement à vous, puisque Asmodée maintenant me fait de plus en plus confiance et m'envoie des jeux vraiment beaucoup. Je pense que s'il m'avait pas envoyé des jeux et que je les avais tous achetés, waouh, mon compte en banque il serait pas bien. Mais si je devais parler plus ou moins à l'époque comment ça fonctionnait, après j'ai eu un mois de janvier en termes d'achat de jeux de société qui a été assez cher parce que j'ai profité d'une promotion et que j'ai profité de cadeaux de Noël, enfin d'argent que j'ai reçu à Noël pour pouvoir acheter un jeu. J'ai acheté Mech vs Minions qui coûtait 100 $ et j'ai acheté les 3 Escape Tales pour un peu plus de 50 €. Donc là ça a été un mois un peu gros et je pense que globalement avant, par mois, même si j'essayais de pas trop abuser, on va dire qu'en moyenne, j'étais entre 50 et 70 € par mois. Si je calcule sur les 12 mois, parce qu'il y avait des mois où c'était 200, il y avait des mois où c'était 0, enfin voilà, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, je mets moins d'argent dans les jeux de société, je les mets quand les éditeurs m'envoient pas forcément les jeux en question, mais globalement, je remercie immensément les éditeurs de me faire confiance. Petite question, qu'est-ce que je pense de la fin du site Trick Track? Trick Track, c'est pas le premier endroit que j'ai connu en termes d'infos jeux de société. J'avais connu le passe-temps avant que justement Sébastien de la chaîne F1.4 me parle du site Trick Track. Je passe sur le site Trick Track, je vois leur format vidéo, je vois tout ça, et je me dis, ils ont quand même une patte, hein. Il y a quelque chose de très cool dans la manière qu'ils ont de faire. Le Trick Track Show, c'était une bonne tentative de la part de l'équipe. Ça a amené quelque chose de très différent, de très rafraîchissant, de plus à la page finalement. Mais je pense qu'en termes de vraie mise en avant, c'était un peu moins efficace que ce qu'il y avait avant. Pour ce qui est de ce que j'en pense de la fin de Trick Track, globalement, je suis triste comme beaucoup de gens. Tout ce que j'espère, c'est que le site restera en place parce que ça restait une mine d'informations et de forums et tout qui était vraiment cool. Après, malheureusement, les choses doivent se finir à un moment et je suis très triste de voir que finalement, même ce genre de projets ne veulent pas être maintenus malgré les efforts énormes de toute l'équipe. Je souhaite le meilleur pour l'avenir justement de toute l'équipe, que ce soit Guillaume, Tarsa, Pénélope, François, et j'en oublie énormément, c'est certain. Je leur souhaite le meilleur pour l'avenir et on se verra sûrement à Cannes. Est-ce que je joue sur BGA et sinon pourquoi? Je veux jouer sur BGA mais je n'arrive pas à prendre le temps de jouer sur BGA. Beaucoup de gens m'en ont parlé, quand j'ai fait ma vidéo sur les jeux à deux, on m'a dit mais non mais Seven Wonders Duel il est sur BGA. Sauf que les gens n'ont pas compris que quand je parlais d'adaptation numérique, je parlais vraiment de jeux Steam par exemple. Board Game Arena, j'ai rien contre, faudrait plus que j'y joue dessus, c'est marrant, je suis plus habitué à jouer sur tabletop que sur un truc comme ça. Il faut que je m'y mette.
peut-être à Sisal Paper, de choses comme ça. Mais ouais, j'arrive pas à me mettre sur BGA, j'ai l'impression que l'interface me rebute ou quoi, alors que y a pas de raison. Et la dernière question sera, est-ce que tu as des conseils pour un groupe de 4-5 joueurs de rôliste qui peuvent pas vraiment beaucoup jouer hebdomadairement? Ma réponse c'est je galère tout autant que toi, donc désolé, j'ai pas vraiment de conseils. En tout cas en matière de jeu de rôle pur, malheureusement c'est l'investissement de ton maître du jeu qui dépendra de beaucoup. Et globalement, si j'ai un vrai conseil à donner, et on s'en est rendu compte la dernière fois, c'est faites des sessions courtes, et ça vaudra mieux pour le MJ et pour les joueurs. Des sessions de 2 heures maximum par exemple. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Restez bien encore, puisque vous pouvez toujours gagner un exemplaire de Splendor Duel. Pour gagner un exemplaire de Splendor Duel, il y a plusieurs conditions. La première, c'est être abonné à la chaîne YouTube, liker cette vidéo et commenter quel est le prochain jeu de Peterson Games que j'attends dans l'année. Comme ça demande que vous fouillez un petit peu dans cette FAQ si vous avez regardé cette vidéo qu'à partir de maintenant. Le concours sera terminé la semaine prochaine, à savoir le mercredi 8 février à 18 h. Je tirerai au sort et il y aura un petit post sous cette vidéo et aussi un petit post dans l'onglet communauté de YouTube pour dire qui a gagné ce jeu. Juste, je préviens en avance, les frais de port seront à votre charge, mais ça c'est toujours mieux que rien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, donc je vous donne rendez-vous à Cannes, dans d'autres vidéos ou autres, et puis moi, je vous dis, salut!